Hello, bonjour. Euh, Waouh, parler du cyberthéâtre, GTN, je crois quoi, 25 ans. Je devais avoir 23, 24. Euh, je me rappelle, je revenais de l'Himalaya, Népal. J'avais passé 3 mois à traverser la montagne parce que j'étais parti là-bas pour un projet après avoir travaillé le marbre dans une grotte en Italie, à enregistrer les sons et analyser les sons. Et en bref, j'étais parti pour traduire l'Himalaya en son, en sound wave. Euh, Quand j'ai analysé les, les coups de burin et les bruits de taille de marbre, j'avais. C'était en 93 que j'ai commencé ça, en 93. Enfin, c'était la première fois que j'avais vu les sound waves, là, les décibels Hertz, et avec le temps. Et donc, quand on voit un coup de burin dans le temps, ça fait tout. Et, euh, et quand j'ai vu ces sound waves, je me suis dit, mais en fait, on va dans le son de la montagne, enfin, dans le son du marbre, on voit la montagne, d'où vient le marbre. Peut-être que je peux inverser, peut-être que je peux traduire, prendre une ligne de montagne et en générer le son. Et c'est pour ça que je me suis dit que si je prends la montagne, je prends la vraie montagne, je prends l'Himalaya. Je vais traduire l'Himalaya en son. C'est un projet qui a duré 3 4 ans, qui s'est terminé au sommet, sur un sommet à 6000 mètres d'altitude, où quand j'ai vu l'Himalaya devant moi, où j'ai eu un sort de download, où je suis enfin, le knowledge, le savoir que le son de l'Himalaya, c'est l'Himalaya même, et qu'il fallait pas, le son d'un objet, c'est l'objet même, et qu'il fallait pas chercher plus loin. En fait, les choses sont comme elles sont. Euh, Après ce voyage au Népal, je suis rentré à Bruxelles, toujours avec l'idée de travailler sur une installation réalité virtuelle, basée sur les recherches de la montagne, basée sur les recherches de l'objet, traduire l'objet en son objet. Et je voulais faire une sorte d'installation musicale, euh, quand on change le son, enfin quand on change l'objet avec des gants et des casques. Quand on joue avec, en fait, quand on change le volume de forme, on change de son, en fait. Et c'était très tôt dans la recherche créative virtuelle de ce qui était disponible à l'époque. Euh, Même pour les analyses de son, il y avait à peine des logiciels, il y avait à peine la puissance, euh, la puissance de calcul pour réaliser ce genre de travaux, d'expériences. Je me rappelle, je passais rue Avenue Toison d'Or et j'ai vu cette affiche, Nirvanet, We are what's happening, or we are what's opening, or we are what's happening. Je crois que we are what's happening. Et j'ai tout de suite senti un choc électrique passer. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est. Le graphisme, il était incroyable. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'ils font? Parce que ça m'a l'air, voilà, il y avait tout mon corps qui était en train de vibrer. Je sentais qu'il y avait quelque chose de phénoménal qui était en train de passer dans cet endroit-là. Je me rappelle, je regarde par la fenêtre de la porte et je crois que je vois Rudy, Marie-France, Rétine de Plateau, j'ai oublié son nom là maintenant. Et je les vois sur un chantier. Je regarde, mais qu'est-ce que c'est? Et ils sortent, et il y a Rudy qui me parle, il me fait salut. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites? Il me fait, on fait un cyberthéâtre. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est? Il fait, la musique électronique, cyberculture, réalité virtuelle, intelligence artificielle, tout ce qui m'intéressait à l'époque. Euh, Surtout l'intelligence artificielle, surtout la réalité virtuelle, l'internet, je connaissais à peine, le mot email, je connaissais à peine.
Et Rudy me dit, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, bah, moi je reviens de la montagne, j'étais au Népal. J'ai voulu traduire l'Himalaya en son. J'ai terminé mon projet, je suis là. Et j'ai tout de suite dit que je voulais savoir plus du projet, que je voulais les rejoindre. Et je les ai rejoints. Finalement, Rudy m'a appelé. Il m'a dit rejoins-nous. Au début, j'étais là pour aider les gens à surfer. Donc, du coup, j'ai dû apprendre à surfer moi-même. Euh, et je crois que j'avais même un peu bluffé en disant que oui, oui, je connais bien Internet. Mais j'ai dû quand même apprendre moi-même qu'est-ce que c'est Internet, comment surfer, en même temps que j'apprenais aux gens qu'est-ce que c'est Internet, comment surfer. J'étais absolument passionné par tout le projet, par tout ce qui se passait dans le lieu, les restaurants, la musique, les concerts, les événements, l'équipe. Euh, C'était magique. C'était être dans un temps réel d'une, de créer le futur. On était en train de créer le futur, de ce qui est aujourd'hui en fait. Au niveau réseaux sociaux, au niveau internet, au niveau ordinateur. On était le 1.0 et on n'était pas n'importe quel 1.0, on était quand même des pionniers et l'équipe du cyberthéâtre était comme une équipe comme dans les cinémas par exemple Ocean Eleven où tu as des gens de toutes des, des as dans ce qu'ils font, des passionnés dans ce qu'ils font, mais des gens extrêmement excentriques et un peu fous euh, de l'autre côté. Et c'était un peu une équipe comme ça. Et de toute façon, je pense avec une équipe comme ça, que c'est possible de monter un tel projet, parce qu'il faut être très bon dans ce qu'on fait et il faut être très fou pour le faire. Donc ça, c'était mes débuts au cyberthéâtre. Mes amis autour de moi, ils n'ont rien compris. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que t'es où là? C'est quoi cet endroit? Qu'est-ce que tu fais là? Vu que j'étais artiste, j'étais sculpteur, enfin, dans leurs yeux. Moi, j'étais un chercheur, et je suis toujours à la recherche de comprendre des choses, pourquoi ils sont là, qu'est-ce que c'est l'univers, comment ça fonctionne, qui suis-je, qui est Dieu. Euh, et donc, j'étais absolument à ma place avec une équipe d'enfer. Donc, on a passé des moments légendaires, des moments incroyables, des gens qui sont venus faire des leçons de cinéma ou des musiciens, des DJ. Il y avait des événements par Guillaume, trop bien fait. Baptiste qui faisait tout, l'encodage internet pour le streaming en real player ou les broadcasts internet. C'était fascinant parce que il fallait inventer. Il fallait inventer. Euh, et se débrouiller avec la technologie qui était disponible. Heureusement qu'il y avait Philippe qui nous a quand même fait le plaisir d'injecter quand même beaucoup d'argent. Donc on avait quand même, pas budget limité, mais on avait quand même un sacré budget pour travailler et faire ce qu'on avait à faire dans ce lieu. Après, après je pense après pas très longtemps, après quelques mois d'apprendre aux gens comment surfer sur Internet, j'ai quand même exprimé j'ai quand même exprimé mon désir de vouloir continuer à faire des recherches dans la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle et tout ça. Et ce qui était assez génial parce qu'ils m'ont laissé faire, donc du coup j'avais mon bureau, j'avais mes trois ordinateurs, un Silicon Graphics O2, j'avais un PC et j'avais un Mac. Et j'étais pas du tout et je suis toujours pas développeur de logiciels, donc c'était pas forcément mon fort, mais heureusement il y avait des gens qui pouvaient le faire. Moi, c'était qui était plus mon fort et que c'était réunir les gens, prendre contact avec les gens qui étaient en train de faire du travail révolutionnaire, que ce soit en Europe ou que ce soit aux États-Unis, euh,
comprendre qu'est-ce qu'il se fait mondialement au niveau réalité virtuelle, qui fait quoi, pourquoi, qu'est-ce que sont les recherches, et aussi au niveau artistique, pas seulement dans les applications industrielles, mais surtout, et aussi au niveau divertissement, art, installation interactive. Un truc que je regrette encore aujourd'hui, c'était le SIGGRAPH, qui était une foire, une grande foire internationale des technologies interactives et réalité virtuelle aux États-Unis, où j'y avais été avec Philippe, prendre des contacts et rencontrer des gens. Après, ce qui est dommage, c'est qu'il y a des gens qui ont essayé de nous envoyer des prototypes de bras et d'instruments avec lesquels on pouvait peser le poids d'un objet virtuel, etc. Mais à cause des frais de douane faramineuses, mais vraiment genre juste faramineuses, on a dû refuser l'envoi des prototypes pour qu'on les expose chez nous, qu'on travaille avec, qu'on fasse des recherches avec. Donc ça c'était très dommage. Et autre chose qui était très dommage, c'est qu'avec le festival euh, SIGGRAPH, pour la 25e édition, j'avais proposé qu'on fasse une partie off à Bruxelles et qu'on fasse un live broadcast entre Bruxelles et Los Angeles pour le SIGGRAPH. On était parti sur plusieurs pistes à réfléchir comment, quoi faire et comment technologiquement le faire. Ça avançait très bien jusqu'à un jour où je reçois un mail comme quoi, en fait, Niels, on est désolé, mais on ne peut pas avancer dans le projet. On doit suivre d'autres pistes. Et donc, du coup, ça a été annulé et ça, c'était quand même un peu dommage parce que c'était un peu la cerise sur les gâteaux d'un truc que j'avais, enfin, c'est un truc que j'avais envie de faire. Euh, Après, j'ai organisé un festival qui s'appelait Virtual Recombinance. Je crois que c'est Florence qui avait fait un super flyer. Philippe, je me rappelle qu'il m'avait félicité pour le nom du festival pendant qu'on était en train de faire pipi dans les toilettes. Et il me disait, oh Nils, franchement, très bien ton nom, Virtual Recombinance. Et c'était un festival où j'avais invité plusieurs artistes à faire des installations interactives, réalité virtuelle. Il y avait Pavel Smetana qui avait une installation avec des capteurs d'ondes cérébrales et qui était lié à une base de données d'images. Et en fonction de l'activité cérébrale, ça allait envoyer sur un grand écran des images qui, en fonction de comment tu les vois, allaient de nouveau influencer la manière comment ton activité cérébrale qui allait déclencher d'autres images. Donc, il appelait ça du biofeedback. C'était assez spectaculaire comme installation. C'était un festival de quelques jours. Je me rappelle, on a travaillé contre l'heure, contre la montre, parce qu'il y avait des gens de France qui étaient venus, j'ai oublié leur nom, qui étaient venus et ils s'étaient fait voler tout leur matos dans le parking, dans la rue à Bruxelles. Donc on a dû chercher du matos ailleurs, d'autres endroits qui devaient nous envoyer du matos de remplacement, ça devait être recodé. Bon, finalement, c'était spectaculaire et ça a été refait parce qu'ils avaient quand même des backups, etc. C'était une installation basée sur Icar, dans lesquelles on vole dans un espace et quand on volait trop haut, il y avait le soleil qui brûle les ailes et par lesquelles on retombait sur la surface. Donc c'était une aventure de 3 4 ans, je pense. À un moment, je crois qu'après un an ou 2 ans, Philippe a monté une boîte qui s'appelait GTN, Global Theatre Network, avec l'idée de faire des cyberthéâtres autour du monde, et dans lesquels il avait réuni quelques personnes GTN, donc moi je faisais partie aussi. Euh, bah, pour moi, j'avais l'impression de vivre Ghost in the Shell à Tokyo. J'étais habillé tout en blanc, j'avais un bonnet orange, carte de visite transparente, Global Theatre Network. J'avais l'impression d'être vraiment dans un film de science-fiction. C'était génial. Ouais, c'est rare. Je pense que ce genre de projet, c'est once in a lifetime. D'être au début d'une vague internationale, d'être au bon endroit avec les bonnes personnes euh, et de faire partie de la création de la vague. C'était magnifique. C'était aussi incroyable quand on regarde aujourd'hui
comment les choses ont évolué. Là, je suis au Pérou, je suis au Sacred Valley, je suis dans la montagne. Euh, j'ai un téléphone, j'enregistre la vidéo, je vais envoyer par WeTransfer à François, qui, je sais pas où il est, en Belgique ou en Allemagne ou en Israël, et lui va te retranscrire, etc., etc. Donc, enfin, voilà, je tiens dans ma main aujourd'hui un appareil qui, je pense qu'il y a 25 ans, prenait le volume d'un frigo euh, pour faire le travail en temps réel qu'il est en train de se passer là pendant que je filme cette vidéo. Parce que le même appareil, il fait carte pour savoir où je dois aller. Le même appareil, je peux regarder des films Netflix. Le même appareil, je peux aller sur Internet, j'envoie des mails. Le même appareil me laisse jouer des jeux. Le même appareil permet la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle. Le même appareil me permet d'apprendre l'espagnol avec l'application. Le même appareil me permet de regarder les étoiles, regarder quelles sont les étoiles, où est la galaxie, quelles sont les constellations. C'est assez dingue parce que tout ce que je prends en photo, je peux mettre sur Instagram, Facebook, sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas partager avec les gens, je peux travailler dessus, rééditer et tutti quanti. Enfin, je dois pas expliquer de quoi est capable un smartphone, mais en fait, le smartphone était un cyberthéâtre entier dans le paume d'une main aujourd'hui, dans un temps de 25 ans. C'est assez fabuleux. Surtout que, par exemple, j'utilise le smartphone pour donner des cours de yoga et c'est assez, c'est assez magnifique. L'équipe, le cyberthéâtre, je pense. Le cyberthéâtre s'était arrêté malheureusement trop tôt. Je pense honnêtement que ce projet, il aurait dû ouvrir à Paris, à Tokyo, à Los Angeles, peut-être même à Berlin, mais Bruxelles, je pense que les gens n'étaient vraiment pas prêts. Euh, sur- Surtout à l'époque, Bruxelles était vraiment 10 ans en arrière de ce qui se faisait ailleurs dans le monde. Je pense que pendant que nous, on était déjà sur la bande passante, enfin sur la large bande passante, euh, on avait plusieurs ordi sur le bureau, on faisait des live broadcasts, etc. Les gens ils étaient en train d'apprendre qu'est-ce que c'est un site internet, les gens étaient en train d'apprendre qu'est-ce que c'est internet, qu'est-ce que c'est email, le mot internet, le 3W, le HTTP, le hotmail, enfin les je pense qu'on était réellement 20 ans en avance par rapport à Bruxelles. Même, je pense que même pour une ville à New York ou Tokyo, on aurait été quelques années en avance, mais au moins, je pense que les gens, ils auraient suivi. Ils auraient été prêts à suivre et ils n'auraient pas mis tout en question, comme fut le cas à Bruxelles. Euh, Aujourd'hui, ça s'est un peu rattrapé parce qu'il y a le temps. Enfin, il y a aussi Internet et les réseaux sociaux. Enfin, le Belge s'est un peu émancipé à ce niveau-là. Il est plus. Enfin, voilà, il est carrément mis à jour. Mais à l'époque, c'était dur. Moi, après, après cyberthéâtre, euh, je- j'ai fait un grand parcours. J'ai passé à Paris, j'ai vécu à Paris quelques temps, j'ai travaillé dans le spectacle pendant des années, j'ai vécu pas mal de dépressions et de hauts et des bas en tant qu'artiste. Euh, j'avais des- ouais, j'ai eu ma part de problèmes psychologiques où j'étais très perdu. J'ai aussi mis j'ai vraiment mis du temps à me remettre après la fermeture du cyberthéâtre que je suis parti chez GTN pour savoir quoi faire, où aller, comment, euh, comment me réorienter. Euh, les dernières 10 années, enfin, entre maintenant et les dernières 10 années, j'ai eu un concept store à Bruxelles qui était génial, qui était magnifique, où on vendait la mode, l'objet, le design, les baskets, on fait des événements, des soirées. On a été dans le New York Times plusieurs fois le magasin s'appelait Hunting and Collecting.
Euh, hmm, j'ai fait ça pendant 8 ans. Euh, C'était génial. Euh, là, C'était génial. On était la boutique la plus branchée du pays, voire on faisait partie des boutiques les plus branchées de l'Europe. Entre Colette, Opening Ceremony à New York, Storm à Copenhague, Dover Street Market à Londres, euh, Hunting and Collecting à Bruxelles. C'était magique parce qu'on avait tous les meilleurs produits, on avait la ligne consortium de chez Adidas qui a que 60 boutiques dans le monde qui l'ont. C'est-à-dire que c'est toutes les collabs ultra limitées qui se passent sur ce compte-là. Les gens y passaient parfois une semaine devant la boutique à dormir quand il y avait un release de collab avec Kanye West ou que ce soit avec Pharrell ou enfin quand il y avait parce que toutes les collabs à édition à 1000 ou 2000 paires dans le monde. Bah, ils étaient super recherchés pour les collectionneurs, par les revendeurs. Donc nous, on avait droit à avoir ces comptes-là, on avait avoir ces collections-là, ces baskets-là. On avait des marques comme Givenchy, mais aussi des marques des premières collections de jeunes brillants qui sortaient de Saint Martins ou de la Cambre. On a donné un prix, Hunting and Collecting, pour des étudiants à la Cambre pendant quelques temps. On a fait des soirées parfois pour 1000 personnes. Hmm, les événements à la boutique, que ce soit création, enfin, soit avec un créateur, soit avec une marque d'un produit lifestyle, on transformait la boutique totalement en autre chose, le temps d'une soirée. Euh, on faisait des lookbooks, on shootait des images, on était présent sur Instagram, Facebook. On avait à l'époque 30 000 followers. Enfin, pour une boutique, une petite boutique belge, c'était quand même bien. Moi, je suis parti après, après, après 8 ans. 8 ans sans vacances, sans repos. Le seul jour off, c'était le premier. Non, c'était le 25 décembre, 1er janvier et le 15 août. Et ouais, après 8 ans de vie excessive, soirée, alcool, drogue, fashion week, événements, lancements, copine, plus de copine, copine, plus de copine. Enfin, à un moment, à un moment, en fait, mon, tout mon système a dit Nils, ça suffit. Tu vas maintenant te réveiller, tu vas prendre soin de toi, tu vas te réveiller de qui tu es réellement et qu'est-ce que c'est le monde et qu'est-ce que c'est la vie. Et j'ai rien pu faire contre ça. J'ai dû dire à mon associé que ça n'allait pas, que ça n'allait plus, que je ne pouvais plus faire ce job. Euh, euh, j'ai revendu mes parts, lui a vendu mes parts, et j'ai commencé à faire du yoga. J'ai commencé à faire du yoga à mettre 3-4 surf à 5 heures par jour, d'abord à Bruxelles. J'ai commencé à changer toute mon alimentation et ma vie en fonction de Ayurveda. J'ai commencé à apprendre qu'est-ce que sont les doshas, quel dosha je suis, je pitta, qu'est-ce que ça signifie, comment cela influence ma vie et comment je peux influencer mon dosha par rapport à harmoniser mon mental et mon physique. Euh, et j'ai commencé à tout arrêter. Arrêter de fumer, arrêter de boire du café, arrêter de boire du thé noir. En fait, j'ai arrêté tout stimulant, l'alcool, euh, tout. J'ai tout arrêté pour savoir pour vraiment sentir réellement qui suis-je, sans que ce soit stimulé par quoi que ce soit autre comme produit, et ni que je puisse avoir un haut, ni que je puisse avoir un bas. Euh, les médicaments de mon psychiatre, qui étaient des stabilisateurs, je les ai arrêtés après 10 ans. Petit à petit, ça m'a mis 6 mois pour descendre les doses. J'ai arrêté tout ça à travers Ayurveda et yoga. Je suis parti en Inde. Euh, J'étais dans les ashrams, j'ai fait des formations de yoga. J'en ai fait 3. Je suis triple certifié Hatha traditionnel. Euh, Avancé dans les pranayama, dans les shatkarma, dans les processus de purification mentale et physique. J'ai passé du temps dans les ashrams en Advaita Vedanta non-dualité,
qui est Dieu, qui suis-je? Ben, je suis Dieu. Euh, L'univers est tout. Donc, tout ce qui est l'univers, euh, ben, c'est ce que je suis aussi, parce que je suis construit de l'univers. Donc, il n'y a pas de Dieu en dehors de moi, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de séparation. Et c'est là que j'ai appris que la recherche, en fait, ça ne sert, enfin, chercher en dehors de moi, ça ne servirait absolument à rien. Ça renforçait uniquement la séparation et l'illusion d'être séparé du monde. Et du coup, j'ai commencé à chercher en moi. Et jusqu'à ce que je transcende mon mental et mon physique et que je découvre la divinité, je découvre l'énergie de l'univers comme, comme base vivante. Bah, avant Niels, avant l'élan que je parle, avant toute idée en fait. Euh, c'est un chemin que je continue. Pour le moment, donc, je suis au Pérou, je suis passé par le Mexique, Inde, Indonésie, Mexique. Ici au Mexique, enfin ici au Pérou, je travaille avec l'ayahuasca et les plantes, le San Pedro. Euh, j'intègre tout ça j'intègre tout ça dans ma pratique et dans mes enseignements. Je donne cours maintenant aux gens, des cours de yoga, méditation, coaching lifestyle. Enfin, plus à comprendre, faire comprendre aux gens qu'on n'est pas uniquement qu'on pense qu'on est, mais on est la conscience de laquelle tout émerge et dans laquelle toute vie prend naissance et qu'on est aussi ça, et même ça avant tout. Euh, Parce qu'en fait, la peur, l'anxiété, l'angoisse, la haine, la colère, en fait, tout ça, c'est la même illusion que la personne qui a ces colères et ces angoisses. C'est la même illusion, en fait. C'est les mêmes. Les deux sont pas vrais. Ce qui est vrai, c'est la vie dans l'instant présent. Et le reste, une fois que ça passe dans le mental, bah, ça devient des idées, ça devient la réalité virtuelle. Et, euh, et là, en fait, aujourd'hui, quand François m'a demandé, tiens, est-ce que tu peux faire un lien entre réalité virtuelle et ton chemin maintenant, c'est que à l'époque, j'étais fortement fasciné par la technologie, par la réalité virtuelle en tant que monde pour m'échapper, monde au-delà, euh, ouais, pour m'échapper du monde réel dans lequel on essaie de créer des nouveaux mondes, mondes imaginaires. Et aujourd'hui, je m'échappe du monde imaginaire pour me réveiller dans le réel. Le monde imaginaire, c'est le monde du mental. C'est le Matrix. Mais le Matrix, c'est le mental qu'on pense être la réalité. Le moi-je qui vit dans le monde et avec ses désirs et ses idées et ses histoires, tout ça, c'est ça la réalité virtuelle en fait. Et transcender, se réveiller en dehors de la matrice, ça c'est la vraie vie. En dehors du moi-je, qui est construit de mémoire, c'est certainement des mémoires du passé, des impulsions, un collage d'images qui prend qui prend vie comme une intelligence artificielle et qui pense connaît cette personne. Mais en fait, c'est, c'est juste imaginer. C'est un film collectif dans lequel on pense avoir notre ego et comment on pense être quelqu'un, mais en fait, ça n'existe pas. C'est juste imaginer. Donc la réalité virtuelle aujourd'hui, c'est le mental en fait. Et la vraie vie, c'est en dehors. C'est l'univers ici maintenant. Voilà. Je
Je vous embrasse, à tout le monde qui regarde peut-être cette vidéo, à tout le monde, l'équipe Cyberthéâtre, Rudy, Philippe, Françoise, Joël, enfin Jaf, enfin tout le monde, Baptiste, François, enfin Guillaume et tout le monde. Je vous embrasse. Merci d'avoir fait ce chemin ensemble. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'on va peut-être se revoir. Peut-être qu'il y a quelque chose qui stream, qui se trame. Peut-être qu'on est amené à se rencontrer. En tout cas, merci pour ce temps. J'y pense encore avec beaucoup d'amour aujourd'hui. En fait, et j'y pense souvent. Donc, merci pour l'occasion de me laisser parler sur cette vidéo.